Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons le bonheur de recevoir Virginie Carton pour son livre roman Restons bons amants paru le 2 février dernier aux éditions Viviane Ami. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Et pour l'interroger ce soir, on part au Touquet et on retrouve Delphine Dosque de la Maison de la Presse, la Touquetoise au Touquet. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Alors, avant de vous laisser discuter toutes les deux de ce livre, je le montre à l'écran, le voilà. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Virginie par mon intermédiaire, soit en utilisant commentaires sur la page Facebook, soit l'onglet discuter. Mesdames, je vais vous souhaiter une belle rencontre et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Bonne rencontre. Merci. Bonsoir Nathalie, je suis vraiment moi ravie d'animer cette rencontre avec vous pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai pris un réel plaisir à lire votre dernier roman, donc Restons bons amants. Vous avez une plume magnifique, très juste. Et la deuxième raison, c'est que je dirais, nous sommes toutes les deux originaires des Hauts-de-France. Vous êtes lilloise, moi je suis du Touquet. Et je trouve que, voilà, issus de la même région, ça donne ce petit supplément d'âme à cette rencontre. Et vous avez vu, j'ai même intégré des paroles de chansons parce que je sais que vous aimez bien la musique. Absolument. Alors, Virginie, est-ce que une semaine après la sortie de votre roman, je le représente, Restons bons amants, paru le 2 février dernier, donc une semaine, nous sommes le 9, donc une semaine après, dans quel état d'esprit êtes-vous ? C'est toujours un peu particulier à partir du moment où le livre est en librairie, il ne nous appartient plus. C'est à la fois le début d'une aventure et la fin d'une autre. Bizarrement, c'est plutôt le moment où on découvre l'objet une fois qu'il est imprimé chez l'éditeur que c'est un moment, on a ce sentiment de naissance du livre. Après, quand il sort en librairie, bien sûr, on fait un petit peu le tour pour voir s'il est en place, mais on en est presque déjà détaché. Après, c'est la curiosité et l'attente, on dira, du retour des lecteurs, des libraires, de la presse. Mais on est un peu dans un sentiment d'attente et d'impuissance. On ne peut plus rien pour lui, quoi. Oui, vous restez un peu dans l'expectative. Dans ces cas-là, vous attendez effectivement. Vous mettez combien de temps justement à écrire ce roman? Vous avez mis combien de temps? Plusieurs années, parce que c'est un Oui. texte que j'ai écrit sur plusieurs années, que j'ai des laissés, repris, que j'ai beaucoup, beaucoup retravaillé, ensuite que j'ai retravaillé avec l'éditrice Lise Chastelouf, que j'embrasse, qui est une formidable éditrice qui m'a beaucoup accompagnée sur ce texte. Et donc, il y a eu un gros travail d'écriture qui s'est étendu sur plusieurs années. C'est sans doute le livre que j'ai écrit sur le plus long terme, enfin Sur la plus longue période. sur une plus longue période, ouais. D'accord. Alors, on va quand même vous présenter aux lecteurs qui nous regardent. Donc, vous êtes, comme j'ai dit, originaire de Lille. Vous avez passé un bac lettres et philosophie, également lettres modernes à l'université de Lille 3, et c'est en 1996 que vous travaillez pour le journal La Voix du Nord, que nous connaissons bien ici dans les maisons de la presse des Hauts-de-France, avec pour spécialité, je dirais, la chanson française et la musique. Oui, pendant 10 ans. Pendant Pardon? 10 ans, j'ai fait ça et là, maintenant, je m'occupe de toute l'actualité lilloise, mais plus spécialement de la culture. Enfin, j'en fais D'accord. encore un peu, mais je fais les concerts qui passent, mais je suis plus spécialisée aujourd'hui. D'accord, vous restez dans votre passion, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, votre premier roman paraît, lui, aux éditions Grasset et il s'intitule Les Amours dérisoires. Il a été traduit en allemand, en espagnol. Et vous menez une réflexion. Déjà, vous parlez, je dirais, vous abordez le sujet de l'amour et des rencontres, puisque c'est un roman qui porte sur les réflexions de la vie de couple, puisque vous évoquez effectivement les difficultés du choix amoureux et puis l'engagement. Donc déjà aussi, à ce moment-là, vous évoquez ce sujet. En 2 ans après, en 2014, c'est La blancheur qu'on croyait éternelle, donc avec un titre qui est issu, tout le monde le connaît, de la chanson d'Alain Souchon, donc qui a donné son accord pour que vous utilisiez ce titre. Et c'est vrai qu'on y retrouve dans ce roman Mathilde et Lucien, et ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, mais finalement, elles sont faites l'une pour l'autre, mais ça, elles ne le savent pas. Et vous abordez ce thème dans ce roman. Et puis le troisième, plus un roman d'amitié, je dirais, puisque c'est La Veillée, toujours ses stocks, et qui est sorti en 2014.
Donc voilà pour votre bibliographie. Donc vous aimez bien effectivement 2016. 2016, oui, excusez-moi. Ouais. Et c'est vrai que vous aimez aborder les sujets qui touchent à l'amour, à l'amitié. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous dire quelques mots et nous présenter Restons bons amants? Par rapport aux trois que vous venez de citer, Restons bons amants est plus un roman adulte, on va dire, alors que les autres sont des romans qui évoquent effectivement l'amour, l'amitié à des âges plutôt... Enfin, dans mon premier roman, c'est plutôt l'adolescence, ce qu'on appelle l'adolescence, ce sont des trentenaires, mais qui traînent encore un peu trop de bagages de l'adolescence, on va dire, qui ont du mal à se décider dans leur choix, dans leur vie amoureuse. Dans le second, c'était plutôt des... Ouais, ils avaient aussi la trentaine, mais plutôt 38 que 32, on va dire. Et donc, ils se rapprochent de la quarantaine et ils sentent qu'ils ne sont pas tout à fait à leur place. Ils cherchent l'âme sœur et désespèrent un peu de la trouver. Dans le troisième, c'est effectivement plutôt un roman d'amitié où je pose plus la question, là pour le coup, de la quarantaine, du moment où on perd nos parents. Enfin, c'était un autre thème. Restons bons amants, c'est complètement différent. C'est un roman vraiment adulte, pour le coup, je pense, un roman de femme, un roman qui voulait aborder la question du couple, de la fidélité, de la durée du couple, de ses forces, ses faiblesses, de, de la, des raisons qu'on peut avoir d'être infidèle ou de rester fidèle et des conséquences que ça pourrait avoir quand on faillit à ses engagements, en fait. Donc c'est complètement, disons que c'est un roman qui reste, qui est beaucoup plus, hum, qui va plus au cœur de l'émotion amoureuse, on va dire. On a l'impression dans ce roman que vous avez passé, je dirais, un cap, où vous êtes monté effectivement en puissance en termes d'écriture. Est-ce que c'est un roman qui est beaucoup plus intime pour vous? Comment vous l'avez abordé cette écriture? Parce qu'au départ, vous m'avez dit, enfin, vous avez effectivement évoqué le fait que c'est un roman que vous avez commencé il y a plusieurs années, que vous avez pris, repris. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir porté ce choix sur ce thème? Je pense que ce sentiment, enfin cette impression qu'on peut avoir de différence d'écriture tient beaucoup au passage à la première personne du singulier. Voilà. C'est vrai que j'avais remarqué dans mon précédent roman, il y a tout un passage épistolaire où j'avais écrit à la première personne au nom d'un de mes personnages et que ce passage-là, pour pouvoir écrire à la première personne, j'avais ressenti la nécessité de l'écrire à la main avec un papier et un crayon, enfin à l'ancienne. Et que cette façon d'écrire avait changé le ton de l'écriture. Avait donné quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus facile à écrire d'ailleurs. Et que si on lit le roman, il y a un changement de ton entre la partie narrative et la partie justement épistolaire. Ça m'avait interpellée. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même de... C'était quelque chose que je m'étais interdit jusque-là, d'écrire à la première personne, puisque je trouvais ça un peu dangereux de confondre l'auteur, le narrateur. Il y a toujours comme ça un risque de confusion, du moins dans la tête du lecteur. Et là, j'avais envie pour ce sujet-là, en tout cas, de faire le pas, parce que je ne voyais pas comment on pouvait aborder cette question-là du point de vue d'une femme sans employer la première personne. Je voulais vraiment que ce soit un roman d'introspection où on puisse balayer tous les sentiments qu'elle pouvait éprouver à différentes phases de son histoire, à différents âges de sa vie. Il fallait absolument qu'elle soit le premier témoin de ce qu'elle vivait, et donc j'avais pas trop le choix. Et je pense que ce passage au jeu m'a fait faire sûrement un gros plongeon dans la prise de risque. Et j'ai été obligée de lâcher plein de garde-fous. Et en plus, je voulais vraiment que ce soit tonique, ne pas tricher. Je me suis dit, tant qu'à faire d'aborder ce sujet, il faut l'aborder vraiment et être juste, essayer d'être au plus juste de ce qu'une femme peut ressentir dans ces différentes circonstances dans lesquelles elle se met elle-même, hein, d'ailleurs, elle choisit à chaque fois. Mais pour pouvoir l'expliquer et ne pas être mièvre et ne pas faire ne pas en faire trop, il fallait, pour être au plus juste, l'écrire vraiment
comme un journal intime en fait. Vous êtes sorti en quelque sorte de votre zone de confort finalement en Ouais. écrivant ce roman. Ouais, clairement, c'était une prise de risque et j'avais très peur des retours, des gens qui ont l'habitude de me lire. Mais c'était quelque chose qui en même temps m'intéressait infiniment de vivre à ce moment-là de mon parcours littéraire et c'était un tournant que j'avais envie de prendre et que j'ai envie de continuer à prendre d'ailleurs parce que je trouve ça nettement plus intéressant. Je pense pas qu'on puisse pour n'importe quel art créer en ayant le souci du regard de l'autre. On ne peut pas faire quelque chose d'extrêmement... Enfin, je pense qu'il faut vraiment se défaire du regard de tous et de la société, de tout, même de nos enfants, nos parents, et pour pouvoir exprimer ce qu'on a de plus profond en soi. Je pense que le consensuel fait pas bon ménage avec l'art, il me semble. C'est très réussi, hein, cette écriture, effectivement, ce passage au jeu, ça, voilà, on s'identifie en tant que lecteur, effectivement, au personnage, et puis c'est tellement juste. Moi, je trouve effectivement que ce roman est très, très juste. Et justement, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous parler de votre personnage principal, d'Hélène? Comment est venue sa construction? Comment vous est venu ce personnage? Je vous l'ai dit, je voulais prendre un personnage de femme à différents moments de sa vie, de sa jeunesse insouciante, de ses 20 ans à ses presque 60 ans. Donc en balayant comme ça le moment où elle est libre de tout engagement, elle est jeune, belle, elle a encore son corps de jeune fille, enfin là son corps de jeune fille, et puis elle fait une rencontre comme ça, un peu romanesque, un peu inespérée, parce que c'est quelqu'un, enfin voilà, c'est quelqu'un de connu et que ça représente quelque chose d'inaccessible et qui en même temps la valorise et donc qui est assez excitant à vivre. Donc elle le vit et puis ça n'a aucune conséquence. Bon, il est marié mais pas elle, elle s'en fiche. Donc elle vit ça pendant 2 ans et puis ensuite elle passe à l'âge, justement, un autre âge, où je crois que ça arrive à la plupart des femmes, on a envie de fonder un foyer. Une famille, bien sûr. Une famille, et donc du coup, si on cherche, on rencontre pas la bonne personne pour ça, et quand on la rencontre, voilà, on passe plutôt à une phase de stabilité, de construction, où on va fonder plutôt les bases de ce qui va être une vie sereine et voilà, où on va comme ça avoir des enfants et vivre tout un tas de choses, partir en vacances, des choses un petit peu conformistes, on va dire. C'est une vie qui rassure en quelque sorte. C'est une vie qui rassure et puis voilà, elle a cette phase-là. Et puis ensuite, une fois qu'elle a ses enfants, qu'elle a tout, elle arrive une autre phase de sa vie où elle doute un peu d'elle, elle doute de son couple, elle doute de sa capacité à séduire encore. Et donc, à ce moment-là, à la faveur ou la défaveur d'un moment de faiblesse dans son couple, elle va retrouver son amant et elle va du coup penser qu'elle va pouvoir, alors qu'elle s'était toujours interdit de vivre une double vie, elle se dit, en fait, il m'apporte quelque chose qui me manque dans ma vie et pourquoi pas, c'est un peu une béquille, on va dire, et pourquoi pas garder cette béquille, finalement, ça fait de tort à qui. Et donc voilà. Et puis ensuite, voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est une femme qui choisit de ne pas choisir, qui pense qu'elle va pouvoir vivre comme ça quelque chose de léger, sans conséquence. Et puis les sentiments s'y mêlent et puis ça devient elle essaie de pousser ça devient de plus en plus profond, de plus en plus dangereux pour sa famille et du coup elle a les deux en balance et à force de ne pas choisir, elle va finir par tout perdre. Donc c'était aussi ça ce qui m'intéressait d'explorer, c'est que finalement elle lutte aussi contre le temps qui passe finalement, le fait qu'elle va prendre de l'âge, mais au lieu de choisir la personne avec qui elle pourrait vieillir tranquillement, elle choisit celui qui, enfin,
elle n'arrive pas à lâcher celui qui la rassure sur sa capacité. Oui, sur sa féminité, sur la façon qu'elle continue à plaire, en fait. Et c'est vrai qu'autant vous parlez, voilà, votre héroïne, je dirais, a un prénom, elle s'appelle Hélène. Son amant, vous avez choisi je ne vais pas dire de le dépersonnifier, mais il n'a pas de nom. Non, parce que ça n'avait pas d'importance. En fait, tu pouvais être chanteur, comme sculpteur, comme n'importe quoi. Ce qui m'intéressait dans le fait de prendre quelqu'un de connu, c'était ce jeu d'ombre et de lumière, parce que finalement, elle a une relation qu'elle vit en pleine lumière, qui est parfaitement assumée, qui est celle avec son époux et avec ses son enfants. mari, bien sûr. Voilà. Qu'elle vit tranquillement. Et puis, c'est cette relation, j'ai même pas envie de l'appeler amour, parce qu'on ne sait jamais, tout au long du roman, elle veut pas le nommer, elle veut pas que ce soit de l'amour, qu'en fait, et donc c'est une relation qui reste dans l'ombre, et finalement, à force de rester dans l'ombre, bah, qu'est-ce qui peut naître de cette relation de l'ombre? C'est comme une plante qu'on laisserait dans la cave, sans lumière, sans eau, sans pouvoir ouvrir les fenêtres en grand. Ben, ça finit par s'atrophier, et c'est un petit peu voilà, c'était ça qui m'intéressait, parce que elle est vraiment, avec cet amant-là, condamnée à l'ombre, d'autant plus qu'il est connu. Parce que s'il était moins connu, elle pourrait éventuellement faire des choses à la vue de tous, mais ailleurs, tandis que là, elle ne peut pas du tout vivre des choses en pleine lumière, sinon elle se ferait prendre par les paparazzis, je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais en tout cas, elle est obligée de se cacher, ils sont obligés. Et c'est vrai que donc elle le rencontre effectivement, elle a 23 ans. Après, elle évolue dans sa vie de femme. Hein. Elle se marie, elle a des enfants, elle revoit son amant. Mais c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que c'est plus simple, je dirais, d'assumer cette relation adultère, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et au fil du temps, c'est plus compliqué. Alors, ce qui me vient, c'est à quel niveau je dirais, de quelle période vous mettez votre roman. Parce que c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que c'est simple, il n'y a pas la présence de cette notion de réseau social, enfin, les réseaux sociaux. Et plus on avance, effectivement, et ben, plus ça devient finalement compliqué. Je ne sais pas si c'est lié aux réseaux sociaux. C'est sûr que l'apparition des téléphones portables favorise la reprise de contact entre les deux, puisque c'est comme ça qu'il a recontact grâce au téléphone portable. La question de départ, Au niveau de la temporalité, je dirais, voilà, selon vous, quand Hélène rencontre son amant, ça se passe à quelle période en fait? Est-ce qu'on est plutôt dans les années 80 voilà. Oui, alors, oui, plutôt 90, on va dire, les années 90. Et à la fin, à la fin, on est plutôt dans les années 2020, 30, 20, ouais. Oui, c'est ça, puisqu'à la fin, elle a quasi 60 ans, elle est presque à la retraite. Hein. Donc oui, c'est un peu ça. Donc ça fait combien d'années là entre les deux? Je ne suis pas très bonne en maths, mais de 20 à 80, 90, ouais, 90, début 90. Oui, une trentaine d'années, oui. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure où leur relation avance, voilà, c'est plus compliqué, je trouve, effectivement, j'ai trouvé que c'était plus compliqué pour eux de se cacher. Ah ben oui, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, en fait, c'est l'histoire d'un mensonge, c'est cette histoire. Elle se ment à elle-même pendant tout le livre, tout le roman. Elle se ment parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir avoir une relation sans jamais s'attacher, sans jamais rien espérer de plus. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une relation sentimentale, amoureuse, sexuelle, je ne sais pas, en faisant complètement abstraction des sentiments? Est-ce que c'est possible une relation sans sentiments entre un homme et une femme? Ça, c'est une question aussi que je voulais poser dans ce roman. Oui. Et puis, est-ce que une relation de mariage peut sortir indemne quand il y a une tromperie aussi, même si elle est pardonnée, est-ce que ça n'abîme pas, enfin, rompre le pacte, c'est rompre le pacte, enfin, on peut pas.
C'est difficile d'oublier. Il y a, comme on dirait, une coupure dans le contrat, en fait. Hein. Donc, Oui, c'est bien ça. sûr, et elle est très insouciante là-dessus. Elle est trop sûre de l'amour de son mari, en fait. Alors, le personnage d'Hélène, vous m'en parliez, c'est à la fois un drôle de personnage, c'est un personnage très ambigu, parce qu'à la fois, elle est sûre d'elle, sûre de l'amour de son mari, euh, sûre qu'il n'y aura pas de conséquences. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un de profondément fragile qui, à travers ces deux hommes, recherche quelque chose, recherche éperdument de l'amour, en fait, à être aimé, à être aimé euh, même si elle ne l'est jamais assez, on va dire, et elle cherche tout le temps à avoir confiance en elle, en fait, à- elle cherche à recevoir beaucoup parce qu'elle est beaucoup en manque sûrement, elle a sûrement beaucoup de failles. Mais il arrive un moment où elle n'arrive pas à voir qui lui donne vraiment et qui ne lui donne pas vraiment. C'est complètement. Et puis, c'est vrai que ces deux relations, finalement, lui apportent, en fait, elle la complète. Ces deux relations complètent sa féminité, en tant que femme, elle est complète au sein, je dirais, Ah bah oui, en il y a ayant tout ces deux relations. bah oui, il y a tout un moment où elle se dit bah c'est très bien, ça me va, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, c'est là qu'elle ne mesure pas les conséquences pour les autres, en fait. Elle est un peu Et c'est vrai, égocentrique. C'est aussi une façon de parler d'une génération de femmes qui veut tout, qui pense que tout est dû et qu'on peut se défaire de la morale. Je pense par exemple au polyamour, machin, et que finalement, il suffit de supprimer la morale et tout passe. Mais à quel prix? oui. Jusqu'où? Oui, c'est vrai que c'est pas toujours c'est pas toujours facile pour elle. Finalement, ça devient de plus en plus compliqué au fil du Et en roman. même temps, je dirais heureusement, parce que je veux pas faire la morale dans ce roman, c'est pas du tout Non, parce l'objet. que Et non, je vous ne le ne faites pas. prononce jamais le mot Non, d'adultère. non, non. J'essaie de montrer juste une femme sincère, mais quand même, heureusement que ça finit mal pour elle, parce qu'elle est quand même pas très. Elle joue quand même. Mais en aucun cas, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le roman, c'est qu'il n'y a aucun jugement, en fait. Non. Voilà, c'est écrit à la première personne je, donc on s'identifie, effectivement, on sent que vous êtes identifié au personnage d'Hélène, mais à aucun moment, effectivement, il n'y a de jugement de valeur ou voilà, Ben non, parce qu'elle est sincère, en fait. Elle est sincère. Elle est sincère dans ce qu'elle fait, elle se rend juste pas compte. Comme je vous disais, elle est victime d'elle-même parce qu'elle a trop besoin d'être aimée, trop besoin d'être rassurée. Et elle aime aussi à son tour, elle donne aussi. Enfin, elle est sincère aussi avec son mari, elle est sincère avec son amant. Tout le monde est sincère dans l'histoire. Enfin, tout est clair. Donc, finalement, mais est-ce que c'est possible en même temps sur le long terme? Est-ce que c'est pas prendre un trop de, schéma qui finit par enfermer quelqu'un? Est-ce que à ne pas être entière, prendre trop de on la finit pas prise. en morceaux, quoi? Ouais, trop grand risque. Il y a beaucoup de musicalité également dans votre roman. Hein. Je parlais tout à l'heure effectivement de La blancheur qu'on croyait éternelle, qui est un roman très musical, et je crois qu'à la fin vous mettez une bande originale. Et dans ce nouveau Non, je roman, l'ai pas fait cette fois-ci. non, dans celui-ci, non, vous n'avez pas fait. Mais Non. Ouais, justement, ouais. quelles chansons effectivement vous ont inspiré dans la rédaction dans l'écriture de ce roman? Alors, ce ne sont pas des chansons qui m'ont inspirée, mais certaines se sont glissées aussi dans ce roman. Je pense à la chanson de Beko, Je reviens te chercher, ou je pense à le message personnel de Françoise Hardy, après, il y a un extrait de chanson que j'ai mis en exergue d'Alex Bopin, qui est un chanteur que j'adore, un extrait de la chanson À nos amours. Donc oui, il y a toujours des références musicales, mais par contre, je trouvais que là, pour le coup, autant mes précédents romans flirtaient avec la comédie quand même, et donc le fait de mettre une BO, c'était comme ça un clin d'œil avec les lecteurs un peu rigolo, un peu une façon, voilà, c'était un private joke. Mais là, pour cette fois-ci, c'est un roman quand même plus, plus grave, je Oui, pense. plus grave. Je me sentais pas à la fin faire un petit pied de nez.
Oui, mais voyez. vous êtes parvenu effectivement, parce que votre roman est divisé en cinq, voilà, en cinq chapitres, et c'est vrai qu'à chaque début de chapitre, vous mettez effectivement voilà, des extraits, alors ça peut être des extraits musicaux, hein, parce que il y a Suzanne de Léonard Cohen, vous parlez également d'Alex Bopin, à nos amours, où effectivement vous mettiez quelques paroles au début du chapitre 2. Au chapitre 3, c'est du Virginia Woolf. Donc, c'est vrai qu'à chacun de vos chapitres, voilà, il y a une petite citation que vous mettez en exergue. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? En mettant ces exergues, Oui, alors c'était effectivement un mélange de références musicales et de références aussi à des auteurs féminines euh, que j'admire et qui sont aussi des, des phares pour nous, femmes auteurs. Virginia Woolf, il y a Simone de Beauvoir, il y a Marceline Marceline Desbordes Bordelon, aussi. voilà, qui Marceline sont, Desbordes de Valmois. Voilà. absolument, qui sont Oui. des références absolues et parce que c'était aussi une façon de ponctuer ce roman, de leur faire un petit coucou à travers les pages parce que j'ai essayé d'écrire aussi un roman de femme libre. C'est une femme qui choisit. C'est une femme qui choisit. C'est une femme qui choisit. J'avais lu il y a quelques années, dans les années 90, justement Passion simple d'Annie Ernaux, que j'ai relu dernièrement. En le relisant, euh, je l'ai trouvé toujours aussi beau, mais un peu daté parce que c'est l'histoire d'une femme qui subit la passion amoureuse jusqu'à se perdre elle-même et qui explique que pendant une année, je crois, elle n'a fait qu'attendre un homme et que vivre accrochée au moindre coup de fil. Alors en plus, c'est encore l'époque des téléphones à fil, enfin, Et les filaires, oui. voilà. Et donc elle est vraiment à côté de son téléphone, etc. Et je me disais qu'en fait, moi, j'avais voulu écrire le roman d'une femme qui vit aussi une passion amoureuse, mais en choisissant. Elle subit pas, en fait. C'est elle qui choisit. Elle dit oui, elle dit non. Elle arrête, elle reprend. Et finalement, elle maîtrise de A à Z ce qui lui arrive. Elle mène la danse, en fait. Elle mène la danse, ouais. Elle mène la danse. Mm. Et c'est vrai que on ressent ça dès les premiers. Vous plantez vraiment bien je dirais le décor, si je peux m'exprimer ainsi, dès les premières pages. Où vous écrivez: nous nous étions promis de n'être que des amants, que nos vies resteraient belles et ordonnées, que nos amours seraient respectés, que des amants parce qu'il est des gens destinés à s'unir pour la vie, que nous n'en étions pas, que des amants parce que nos corps se trouvaient bien ensemble, ne voyaient aucune raison de s'en passer, que des amants parce que tu vois déjà demain, je suis si loin. Et ensuite, mon mari me caresse les cheveux, je me serre contre lui, il fait bon de rester à la maison. Et c'est vrai que dès le départ, j'ai trouvé ça très... alors, j'aime pas trop le mot très accrocheur, mais c'est vrai voilà, on se dit, mais comment cette femme va pouvoir effectivement rester voilà, dans cette vision des choses, hein, avec son amant et puis son mari qui l'a reçu, avec qui elle vit et qui l'aime. Hein. Et à la fin de la page numéro 11, on s'est aimé de longues années, je ne l'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru qu'un non-amour puisse autant durer. Alors, qu'est-ce que pour vous un non-amour, Virginie? Enfin, un non-amour, en fait, c'est pas vraiment un non-amour. Hein. À la fin, elle explique bien qu'elle a essayé de ne pas l'aimer, mais qu'elle l'a aimé quand même, cet amant. Mais Euh, oui, donc voilà, c'est juste qu'au départ, ils font ce pacte un petit peu, justement, de ne pas mêler les sentiments à tout ça, de ne jamais parler d'amour, c'est un peu un pacte implicite. Euh, et donc, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu ironique quand elle dit ça. Je n'aurais pas cru qu'un amour. Elle sait très bien au fond d'elle qu'elle a perdu la partie. oui. Et Mais est-ce c'est que vrai que vous... c'est toute l'ambivalence. Ce début, je le voulais volontairement ambivalent.
Et on ne sait pas justement à quoi s'attendre, hein, comment ça va évoluer, vers voilà, comment ça va se terminer finalement. Voilà, le décor est tellement bien planté qu'effectivement, qu'on n'a qu'une hâte, c'est de tourner les pages et puis de cheminer auprès d'Hélène. Parce que finalement, c'est pas si simple pour elle, ce choix, même si elle apparaît comme une femme contemporaine qui choisit, finalement, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est une femme aussi qui est fragile et qui a des doutes, qui doute beaucoup. Oui, ben, j'espère qu'elle est un petit peu attachante quand même, hein, malgré toutes les bêtises qu'elle fait. Non, je pense que c'est aussi la vie de chaque, dans un couple, et ça vous le montrez bien, je pense que un couple, c'est pas si facile de nos jours de rester unis. C'est pas forcément non plus comme à l'époque, je ne veux pas dire avant c'était mieux, mais le temps de nos grands-parents où effectivement, voilà, ils s'aimaient peut-être plus pour une longue durée et c'était plus simple. Là, effectivement, vous montrez bien dans ce roman que c'est pas finalement facile parce qu'elle l'a voulu, sa vie de femme, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais à un moment donné, effectivement, c'est pas simple de vivre en couple de nos jours et ça, vous le montrez bien, je pense. Absolument, c'est tout à fait un des sujets phares de ce roman, c'est-à-dire que on rêve tous d'une relation durable, de trouver l'homme, la femme de notre vie dès le premier coup et de rester toute sa vie avec cette personne et que tout se passe bien dans la fidélité, l'amour absolu. Je ne sais plus, un journaliste récemment me disait on fête les anniversaires de mariage, mais c'est vrai qu'on ne fête pas des années d'amantitude. Alors, il avait inventé ce mot amantitude, et je lui ai répondu bah oui, c'est vrai, l'idéal ce serait de rester amant tout en étant marié. En fait, voilà. Mais en fait, c'est sûr que voilà, c'est quand même ça reste un schéma idéalisé en tout cas avec lequel on se construit et on espère. Et puis évidemment, on découvre tous que la vie de couple n'est pas si simple et qu'il y a des moments de faiblesse et des moments moins bien, des moments difficiles qui viennent de l'extérieur ou qui sont propres à des caractères qui divergent ou parce que voilà, parce qu'on n'est pas parfait et parce que voilà, on a tous. Et donc la question c'est est-ce qu'il faut pour autant aller voir ailleurs ou chercher quelque chose pour pallier à des manques ou à des moments difficiles ou est-ce qu'il faut tenir bon et apprendre à les surmonter? Alors ça, c'était les méthodes de nos vieilles grand-mères, mais finalement, bon, c'est aussi une question que je pose sans aucun jugement. Mais en tout cas, là, j'ai voulu montrer le parcours d'une femme qui décide justement qu'à un moment où ça va moins bien, eh ben, elle va trouver ailleurs ce qui lui manque. Et puis finalement se dire, bon, allez, je reste comme ça. Et j'ai voulu tirer au maximum le fil pour voir où ça pouvait mener, ce choix-là. Ouais. Et voilà. Donc après, on en tire la leçon qu'on veut. Hein. Moi, je fais oui, pas voilà. la morale. Chacun fait comme il peut. Et alors, je suis vraiment pas conseillère conjugale. Non, et puis je pense que la vie est faite de surprises, de hasards, de rencontres. Après, on ne maîtrise pas forcément tout. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'aussi, voilà, on parle souvent de l'adultère, mais voilà, c'est monsieur qui a une maîtresse. Bon, bah, là, c'est madame qui a Ouais. un amant. Voilà, Ça m'amusait pas mal, par contre. voilà, c'est aussi, ça change effectivement de ce qu'on peut entendre. Peut-être que c'est un sujet peut-être un petit peu plus tabou. Ah ben oui, j'ai remarqué Voilà. qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas trop mon livre. Je sais pas pourquoi. On n'en parle pas suffisamment, mais ça existe, voilà, vous l'avez écrit. Bah ouais. Et est-ce que vous pensez, voilà, au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, avec le climat, je dirais, d'inquiétude économique, des inquiétudes sociales, des inquiétudes sanitaires, ça engendre encore plus de difficultés dans la vie d'un couple en général, finalement.
Oui, mais alors j'ose même pas imaginer les amants avec le Covid. Parce que c'était finalement compliqué aussi. Alors pour eux, ça a dû être vraiment galère. Mais pour un couple légitime, j'aime pas ces mots, adultère, couple légitime, c'est Oui, pas des mots qui font partie de mon vocabulaire. D'ailleurs, vous avez vu, je l'emploie pas du tout dans le tout à roman, fait, le tout mot à fait. adultère, j'aime pas du tout ce mot. Mais oui, non, mais c'est sûr que être condamné au confinement, être condamné au télétravail, à la gestion, alors surtout ceux qui ont des enfants en bas âge, il faut beaucoup s'aimer pour, pour trouver une entente dans un huis clos. Mais non, mais après, moi, je pense que c'est aussi l'occasion de s'aimer mieux. Donc, je crois que ceux qui ne s'entendaient pas se sont entendus encore moins bien, mais ceux qui s'entendent bien ont dû vivre une belle période de pouvoir rester ensemble à la maison sans être séparés par justement les contingences professionnelles et tout ça. C'est plutôt... Il y a du bon. Oui, Tout dépend de ce qu'on vit. Hein. oui, c'est vrai. Complètement. Ça, tout Ça peut être dépend. un cauchemar, mais ça peut être bien aussi. C'est ça. Est-ce que, vous, Virginie, vous avez des rituels d'écriture? Pas vraiment. J'ai pas vraiment de rituel d'écriture. J'ai plutôt des phases où j'écris, d'autres où j'écris pas, euh, qui peuvent être plus ou moins longues. Surtout les phases où j'écris pas peuvent être parfois très longues, même de durée. Là, j'ai quand même mis 6 ans, je crois, depuis le Non, dernier. oui, oui, oui. On peut dire que c'est un peu long, mais je vais essayer d'être un peu moins longue pour la prochaine fois. Mais par rapport au moment où j'écris, non, il n'y a pas de rituel véritablement. À partir du moment où je commence l'écriture, je suis dedans H24. Je peux cuisiner en écrivant, je peux regarder la télé en écrivant, je peux tout faire. Je suis dedans et j'ai pas besoin de me mettre à telle heure devant mon ordi. Vous n'avez pas fixé des horaires ou Non. D'accord. Non, j'ai mon histoire dans la tête, il faut qu'elle sorte dès qu'elle peut, comme elle peut. Donc... On a l'impression que l'écriture de ce roman vous inspirait pour en écrire d'autres, en fait. Ah bon? Oui, j'ai Bah, l'impression. écoutez, on se parle après, vous me direz, ça me donnera des idées. Mais non, non, mais oui, j'ai très envie d'en écrire un en suivant, là, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est, Je vous c'est, tiendrai au courant, Delphine. oui, ben oui, ben oui. Et donc, vous qui aimez beaucoup la musique, Oui. chanteur préféré, une musique préférée, une période musicale préférée? J'aime beaucoup les chanteurs actuels, comme je citais Alex Bopin, mais j'adore Juliette Armanet, j'adore Ben Mazué, enfin voilà, la nouvelle génération de chanteurs français, j'adore. J'avoue que j'ai aussi une grosse faiblesse pour les vieux Julien Clerc, période Rodagil. Bon, je m'en cache pas. Voilà, toute cette période un peu chanson française des années 70, là, j'avoue que France Gall, Véronique Sanson, l'album Amoureuse, voilà, ça reste quand même mes grands classiques. Et Euh, j'ai bien vu donc dans l'introduction en parlant de ce petit supplément d'âme, hein, France oui, Gall, hein, c'est c'est vrai, bien aussi, hein. c'est vrai. Ouais, 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 vous êtes une fine lectrice. C'est vrai. Oui, oui, il y a toujours des petits clins d'œil comme ça à droite, à gauche. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup écouté la chanson française et c'est même pas voulu. À la limite, c'est limite inconscient dans l'écriture. Enfin, c'est un bout de phrase comme ça, bout de chanson qui arrive et je l'insère. Mais c'est pas réfléchi à l'avance, c'est pas du tout prémédité. Ouais. Et comment s'est fait le choix de cette magnifique couverture? Je suis curieuse. En fait, Lise Chasteloup m'avait envoyé plusieurs projets qui me semblaient pas tout à fait proche de l'idée que je me faisais. Et donc, on a beaucoup discuté. Et puis, j'étais sur la plage de Montalivet l'été dernier et elle m'a envoyé ce visuel-là après qu'on ait beaucoup discuté parce que les premiers qu'elle m'avait envoyés m'avaient permis de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Il fallait pas que ce soit trop dans l'érotisme, il fallait pas que ce soit non plus trop dans le romantisme
cucu, on va dire, pour faire bref. Il fallait pas non plus que ce soit froid, il fallait que ce soit sensuel, suggestif. Enfin, voilà, on avait plein d'idées comme ça. On a beaucoup échangé, elle et moi. Et j'étais sur la plage et elle m'a envoyé cette photo qu'elle avait trouvée. Et ça a été l'évidence, et pour elle et pour moi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais on a beaucoup... C'est vrai que c'est un texte... On a beaucoup... J'ai vraiment de la chance d'avoir fait ce livre avec elle parce que d'abord, quand je lui ai envoyé le texte, ça a été un coup de foudre pour elle et elle le désirait. Et moi, j'ai eu très envie de confier ce texte à une éditrice qui désirait autant mon texte. Et jusqu'au bout, elle l'a accompagné, elle l'a respecté infiniment, embelli. Et jusqu'à cette couverture, on a énormément pu échanger et pour trouver exactement la photo qui à la fois en disait assez mais pas trop, suggérait, retranscrivait à la fois la sensualité mais sans non plus tomber dans quelque chose de trop évident et de moche. Enfin, il fallait que ça reste joli, beau, romantique, malgré le thème qui était quand même... Donc voilà, c'était vraiment un travail d'équipe. Oui, et puis on retrouve aussi ce jeu d'ombre et de lumière dans la couverture. Ah bah, tout y était, ouais. Ouais, ça a l'air d'être une belle rencontre, cette rencontre avec votre éditrice. Oui, absolument. Ben oui. Ben, il n'y a rien à dire. C'est une très belle rencontre. Ouais. Et puis c'est un vrai accompagnement d'éditrice-auteur. Et c'est une éditrice qui aime les auteurs et qui sait les rassurer, les accompagner. Les accompagner, c'est Ouais. important. C'est important. Ouais. Et pour conclure, qu'est-ce que vous voudrez que le lecteur retienne de votre roman? Ah ah! Ah 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 ah! Ouais. J'aimerais que chacun retienne quelque chose qui lui permette d'aimer mieux son conjoint ou la personne avec qui il est, peut-être. De comprendre la chance qu'il a d'être aimé de quelqu'un qui l'aime et qu'il aime. Enfin, voilà. Et de pas forcément de bien réfléchir avant de se dire que c'est peut-être mieux ailleurs. Mais après, il faut aussi se poser les bonnes questions et si on n'est pas heureux, savoir aussi prendre les bonnes décisions. Hein. Je dis pas qu'il... Mais en tout cas, bien réfléchir au fait que personne n'est parfait et que l'amour, c'est prendre, mais c'est aussi donner. Oui, c'est des compromis, c'est de la communication, c'est des discussions, c'est tout ça aussi. Enfin, recevoir plutôt que prendre. Recevoir, ouais. En tout cas, c'est un texte magnifique, c'est très juste, c'est plein de pudeur. Voilà, très bien écrit. J'ai vraiment pris un très très grand plaisir. J'avoue, je n'avais pas eu l'occasion de lire vos précédents romans, même si effectivement je devais lire La Veillée, mais chez un libraire, il y a la palle. C'est pas grave. Mais ça m'a donné également l'envie de découvrir vos autres romans et merci pour ce bon moment. Merci à vous aussi. Moi aussi, c'était un très bon moment. J'espère qu'on se verra en vrai parce que j'ai un assez souvent Touquet. Finalement, on n'est pas très loin. Donc bah non, pas du tout. Bah, bien sûr, on va se voir vite. Merci en tout cas à vous. Je suis contente d'être venue. Donc moi, je suis de retour. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Moi, Virginie, je suis ravie de te retrouver après 6 ans. Tu m'avais presque manqué. Hein. En tout cas, moi, tu m'as manqué. En tout cas, tu es très impliquée dans les couvertures parce que je me souviens d'une grande discussion sur la tapisserie de La Veillée en poche, de nos grandes discussions nocturnes. Ouais. J'en garde un très bon souvenir. Donc, si vous ne l'avez pas lu, donc Delphine, La Veillée, il faut le lire parce que tu verras l'évolution de l'écriture de Virginie. Effectivement, on est passé là 2 marches au-dessus dans le mois qui suit de Virginie, presque le début. Quelle agréable surprise. J'ai envie de dire, on a un tournant dans cette écriture. Et ça en vient à la première question que pose Vanessa. Ce changement d'écriture est-il dû à votre approche de la cinquantaine, une maturité d'écriture? Merci de me rappeler mon âge. Mais tu ne les fais pas, Virginie. Dans 2 mois. Oui, je pense que c'est lié à l'âge, sans doute. Sans doute que le fait d'approcher 50 ans, ça... Bon, on se dit qu'on a moins de temps devant soi pour être vrai et pour dire, pour aller
au cœur de ce qu'on a à dire dans la vie, ou de la vie. Je pense que quand on écrit, c'est aussi pour essayer d'aller toucher à des thèmes qui sont essentiels, d'essayer de faire bouger un petit peu les lignes. On essaie de parler aux autres et d'être dans un échange. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aborde l'écriture. C'est vraiment, quand j'écris, je pense quand même toujours au fait de dire quelque chose à des lecteurs. Et je pense évidemment, à 20 ans, on n'a pas à 50 ans, on n'a pas les mêmes choses à dire qu'à 20 ans. Et donc après, il y a la façon de le dire. Mais comme j'expliquais à Delphine, sur ce sujet-là, il fallait tout dire ou rien dire, quoi. Et du coup, ça nécessitait une écriture. Je ne sais pas comment on peut décrire mon écriture. C'est même pas à moi à décrire ma propre écriture, mais en tout cas, j'ai essayé d'être au vif du sujet. Elle est très maîtrisée et je trouve que tu as raison d'avoir fait sauter le verrou du passage à la première personne, que ça apporte beaucoup. En plus, tu utilises les codes du récit, donc ça apporte aussi de la profondeur à ce roman. Donc je rejoins Delphine, c'est particulièrement réussi. Alors, Squirrelito a un commentaire et une question. Alors le commentaire, c'est: je n'ai pas lu ce roman, mais à écouter Virginie Carton, j'ai l'impression qu'au-delà du récit à la fois intime et pudique, que le roman mène le lecteur à ne jamais juger personne de ses comportements. Ça, c'est complètement vrai. Mais elle a quand même une question. Quelle chanson française pourrait être l'autre titre de Restons bons amants? Oh la vache. Ouais, alors là, il faudrait que je balaye d'un coup toute l'histoire de la chanson française. Quel autre titre? Là, je vois pas trop. Sûrement qu'en y réfléchissant, je trouverais, mais Je t'aime moi non plus, peut-être. Ah, peut-être, c'est pas mal. Ouais. Pas mal, non? C'est Ouais, pas mal du tout. bon, C'est si pas tu mal peux, du tu tout. pourras le remettre en commentaire sous la vidéo du Ouais, live. ouais, je t'aime moi non plus. C'est vrai qu'en plus, une chanson de Gainsbourg, ça irait pas mal. Ouais, Parce que... Gainsbourg, ça irait pas mal. Ouais. Gainsbourg irait pas mal, ouais. Ouais. Alors, Claude, elle voudrait savoir si ton roman a été inspiré d'expériences connues dans le monde actuel. Euh, Oui, comme je disais, c'est sûrement aussi inspiré d'une génération qui veut tout sans forcément faire de choix. Euh, mais bon, c'est aussi une histoire singulière, donc c'est à la fois inspiré et pas inspiré. C'est l'histoire de. Mais je pense que surtout beaucoup de gens peuvent se retrouver dans cette histoire parce que tout le monde, qu'on soit dans un couple de longue durée, dans un mariage ou pas, je crois que je ne sais pas si, enfin, soit bon, l'infidélité, c'est quand même plus vraiment un sujet tabou, c'est quand même, on lit des sujets plein les magazines là, sur ce thème-là. Après qu'on soit passé à l'acte ou qu'on ait juste imaginé que ça pourrait être mieux ailleurs, voilà, je crois que c'est de toute façon un sujet qui concerne beaucoup de gens aujourd'hui, sans que ce soit forcément inspiré de quelque chose d'aujourd'hui précisément. Alors, il y a un message d'un confrère. Son D'accord. prénom, c'est Nicolas. Tu trouveras peut-être, je le dirai peut-être aussi en off. Il a un message pour toi. Il dit: il y a dans ce roman quelque chose de scène de la vie conjugale, qui est un chef-d'œuvre. Félicitations, Virginie Carton. Merci beaucoup. Tu ne vois pas qui c'est, mais on te le dira après. Donc, il y a Eve qui a une question aussi. Un amant comme remède à l'angoisse de l'âge, pourquoi pas? Et le cachet n'est pas forcément synonyme d'étiolement, au contraire, il me semble que c'est un secret délicieux. Un amant comme remède à l'âge, c'est ça? Ouais, à l'angoisse de l'âge. À l'angoisse de l'âge, oui, c'est tout à fait c'est tout à fait le cas ici, même si elle le dit jamais, elle parle jamais du fait qu'elle ait peur de vieillir, mais je crois qu'en filigrane, il y a de ça. Il y a c'est pas pour rien qu'elle le retrouve une fois qu'elle a fait ses enfants, qu'elle approche la quarantaine. Elle va retrouver un amant qu'elle a connu à la vingtaine. Je crois elle court après sa jeunesse, qu'elle veut pas avancer vers l'âge adulte quelque part, qu'elle veut rester dans cette jeunesse éternelle. Et d'autant plus qu'il est plus âgé, donc elle se sent jeunette. C'est trop facile. Il suffit de prendre un vieux et on se sent jeune. Hein. Mais donc il y a sûrement de ça, ouais, il y a sûrement de ça dans le fait de prendre cet amant-là, ça c'est sûr. Et Caroline voudrait savoir, est-ce qu'un amant peut devenir un ami?
Est-ce qu'un amant peut devenir un ami? Est-ce que c'est une question générale ou si on me pose la question à moi? Je pense qu'on te la pose à toi. À moi, moi, je ne pense qu'un amant ne peut pas devenir un ami. Donc, si tu penses au général, ça serait, tu dirais oui. Ça Bah, diffère. y a des gens pour qui c'est possible, hein, mais moi, j'aime bien que les choses soient claires. Voilà, c'est fini, quoi. Donc moi j'ai une question. Est-ce que ce roman, ce serait pas aussi un roman sur nos propres limites? Parce que bon, il y a tout ce qui est le manque, tout ce qui est l'absence, mais nos propres limites quand même. Moi j'ai l'impression que c'est Absolument. Ah ça. bah oui, c'est un roman sur nos propres limites, complètement. C'est complètement un roman sur nos limites, c'est sûr. Et d'ailleurs, elle va au bout de ses limites. Et c'est bien là qu'elle joue un petit peu trop dangereusement, on va dire. Mm. Et est-ce que tu as résolu cette question que tu poses, je crois que c'est à la page 102, un truc comme ça de mémoire, mais qui a eu intérêt un jour à nous imposer la fidélité? Est-ce que tu as la réponse? Alors ça, c'est une question qu'elle se pose elle, hein. Ouais, 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 Pas ouais. que je me pose moi. Non, Mais non, Hélène, voilà. Hélène se pose cette question parce que justement, elle est encombrée de cette fidélité et c'est justement un moment de ce devoir de fidélité du moins. Et, et parce que justement, l'étau se resserre et qu'elle qui pensait ne pas ressentir de culpabilité se laisse finalement rattraper par toute son éducation judéo-chrétienne et c'est le passage où elle commence à en vouloir à tout le monde, à tous ceux qui font que qu'elle sent l'étau se resserrer et le poids du mal enfin, de tout ce qu'elle est en train de détruire finalement. Sans pour autant y gagner quelque chose de solide parce qu'elle sent bien qu'avec son amant, c'est une voie sans issue, qu'il n'y a pas d'avenir possible. Donc c'est un moment un peu où, dans le roman, c'est le début de la perdition, on va dire. Alors, qui? Ben voilà, je crois que j'ai répondu en partie. Sûrement qu'il faut voir du côté du catéchisme un peu, non? Ça m'a fait rire hein, cette question. J'ai reconnu ton humour entre les lignes parce qu'on se connaît bien. Elle m'avait beaucoup fait rire cette phrase. Ça fait un peu une respiration dans ce passage qui était un peu profond et justement, on pouvait s'approprier. Mais j'ai trouvé cette légèreté finalement dans cette question de me dire mais bon Dieu, mais qui nous a imposé la fidélité? J'ai bien reconnu ton trait d'humour là-dedans. Ouais. Il y a une dernière question, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, parce qu'elle est assez importante. C'est Christelle qui la pose et elle demande quel est le rapport que tu as avec le corps. Moi, j'ai un rapport au corps très simple. J'ai été élevée par des parents naturistes, donc la nudité, c'est pas du tout quelque chose qui me. J'ai toujours trouvé ça complètement naturel. Euh, j'ai pas de tabou par rapport au corps. Je suis plutôt bien dans ma peau et j'ai pour moi, j'ai un rapport au corps ben, normal. Je sais pas. Non, mais j'ai pas de blocage. Je trouve que le corps, c'est à la fois important dans les relations charnelles, évidemment, essentiel, et à la fois, ça reste une enveloppe, quelque chose qui enveloppe l'âme, en fait. C'est quand je disais quand je rappelais que j'avais été élevée par des parents naturistes, je voulais dire par là que, enfin, c'est une philosophie. Moi, je le suis pas forcément, plus forcément aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une philosophie qui apprend à regarder l'autre comme dans toute sa différence et dans ce qu'il est, qu'il soit gros, petit, blanc, noir. Tout le monde est nu et on est tous logés à la même enseigne et on a le corps qu'on a et voilà, il n'y a pas aucun jugement là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'esthétique du corps, dans, c'est un outil, quoi. Mais après, euh, après, je trouve que c'est beau de corps ensemble qui s'unissent. Enfin, voilà. On va prendre la dernière question avant que tu nous donnes un conseil de lecture. C'est Eve qui la pose. Est-ce qu'on pourrait envisager d'être fidèle à son amant plus tôt?
est-ce qu'on pourrait envisager d'être fidèle à son D'être plutôt fidèle à son amant plutôt qu'à son mari. J'imagine que c'est dans ce sens-là la question. Je vois pas comment. Hein, je vois pas comment on peut être fidèle à son amant, à moins de ne plus avoir de relation avec son mari. Mais bon, du coup... Trop philosophique tout ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on est infidèle à son mari, on est infidèle à son amant aussi. Enfin, donc de toute façon, oui. Oui. Ou alors, si on est fidèle à son amant, pourquoi garder le mari? Enfin... Exactement. Bonne intervention. Je crois qu'il y a une suggestion de titre sur Facebook, c'est Anne qui la suggère, c'est Restons amants de Le Forestier. Moi, je ne la connais pas, cette chanson de Maxime Le Forestier, mais voilà, il y a une chanson qui s'appelle Restons amants, apparemment. Ouais. Bon, parlons peu, parlons bien. J'ai besoin d'un conseil de lecture de ta part, Virginie. Un conseil de lecture. Alors, j'ai choisi 2 conseils de lecture et j'ai choisi des livres qui ne sont pas sortis hier. Ils sont sortis. Non, mais voilà, j'ai 1960. Non, mais j'ai justement choisi des livres qui sont sortis. Un qui est sorti l'année dernière. C'est un livre de Paul Fournel qui s'appelle Jeune vieille. Chez POL, hein, c'est ça? Ouais, chez POL, qui m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire d'une fille qui veut être écrivain depuis toujours et qui rencontre son éditeur, mais elle ne vend pas assez de livres et puis le jour où ça marche, elle se fait débaucher. Enfin, c'est toute une satire un petit peu du monde de l'édition d'aujourd'hui et du système et j'ai trouvé ça super fin, super bien vu, drôle, bien écrit et voilà, moi je le recommande. Donc, c'est sorti en mars, je crois, 2020. Et puis, un autre livre que j'avais adoré il y a quelques années, et je vous en reparle parce que je trouve que c'est vrai, parce que la vie d'un livre, c'est 3 mois, et je trouve ça quand même un peu... Mais il n'y a pas de date de péremption sur un livre, Virginie. C'est pour ça. Si on ne les trouve plus en librairie, on peut aller en médiathèque. Il y a un fonds. C'est pour ça que je me fais une joie de parler de livres qui sont sortis même il y a longtemps pour expliquer qu'un livre, ça continue à vivre même des années après. Et j'avais adoré ce livre de Vincent Almendros qui s'appelle Un été. Édition Minuit. J'adore le travail de Vincent Almendros. Je trouve que c'est un auteur fabuleux. C'est un livre assez court. C'est un thriller qui se passe sur un voilier avec 2 frères et leur conjointe. Et enfin leur fiancé, leur chéri, leur je sais pas quoi. Et justement, le personnage principal, qui est donc un des 2 frères, est amoureux de la chérie de son frère. Et donc c'est comme ça, un huis clos un peu glaçant sur un voilier en plein été. Il y a quelque chose de plein soleil avec de l'ombre, de cette ambiance comme ça, mais c'est super bien écrit, c'est prenant, franchement, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je remettrai les références que tu as données sous la vidéo du live. En tout cas, moi, Delphine, comme moi, nous avons un conseil de lecture, le voilà. Restons bons amants, sorti aux éditions Viviane Ami, Virginie Carton. Pour ceux qui ne les ont pas. Après, vous pouvez lire les précédents, ils sont en livre de poche. Donc, il y a La blancheur qu'on croyait éternelle et La veillée, parce que je crois que Les Amours dérisoires n'est pas sorti au format poche, mais vous le trouverez en médiathèque. C'était aux éditions Grasset. Delphine, un grand merci d'avoir animé cette rencontre. Au plaisir de te retrouver bientôt. Virginie, un grand merci d'avoir été là ce soir. Surtout ne mets pas 6 ans pour refaire le prochain roman, si c'est possible. Non, promis. Voilà. Merci Nathalie. Merci un grand merci aux éditions Viviane Ami d'avoir accepté que tu sois là ce soir. Donc voilà, restons bons amants dans toutes les bonnes librairies. Vous ne pouvez pas rater le visuel, c'est celui-ci. Il vous le faut, c'est un très bel objet, il est très beau. N'hésitez pas. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée. Belle vie à ton roman, Virginie. Et merci. à très vite. Merci. Bonne soirée, mesdames. Au revoir à tout le monde. Au revoir.